Bonjour à toutes et tous. Colline Robert, je suis avocate au sein de Géo Avocat, qui est un cabinet créé en 2019 par moi-même et un associé André Rigal-Casta, qui est dédié à la protection de l'environnement. Et nous sommes aujourd'hui 4 répartis entre Paris et Lille, avec notre associé Lucas Darmorgan qui s'occupe de sujets d'urbanisme à Lille, et notre collaboratrice Mathilde Casmas-Monteil qui est à Paris avec nous et qui s'occupe de sujets notamment de devoir de vigilance. Vous pouvez voir sur la photo, nous avons aussi une assistante Camille qui est là pour remonter le moral des troupes qui est parfois nécessaire. Merci beaucoup à la JAS de nous avoir conviés à ce colloque pour parler de la protection des animaux de montagne, la faune sauvage de montagne par le droit. J'aborderai plus particulièrement le cas de la marmotte. Mais avant ça, je vous ferai un petit tour d'horizon des façons de protéger la façon dont le droit appréhende la protection des animaux. Alors, je vous propose d'articuler mon intervention en abordant d'abord la protection des espèces par le droit, ensuite la façon dont l'administration est en mesure également de les protéger, et enfin le rôle du juge pour assurer cette protection. Alors tout d'abord, la protection des espèces par le droit dépend de leur régime juridique. Le régime juridique, c'est en fait la façon dont chaque espèce va être appréhendée par la réglementation. Et il y a principalement deux régimes juridiques pour les espèces de faune sauvage de montagne, qui est la catégorie espèces protégées et la catégorie gibier, donc je vais les voir successivement. Alors la protection des espèces, elle peut résulter de textes internationaux, de conventions internationales, notamment on peut parler de la Convention de Berne pour la protection de la vie sauvage en Europe de 1979, qui va engager les États signataires à retranscrire leurs engagements dans leur propre réglementation. Et parmi les États signataires de la Convention de Berne, on a l'ensemble des États de l'Union européenne. Ensuite, on a évidemment des directives européennes pour la protection des animaux sauvages. C'est principalement les directives Habitat et Oiseaux, dont vous avez probablement déjà entendu parler, qui vont en fait dans leurs dispositions fixer les grands régimes juridiques applicables, les catégories de protection qui peuvent être réservées aux animaux, et qui ensuite vont renvoyer à des annexes pour fixer la liste des espèces qui vont être concernées par chacune des catégories, en sachant que c'est susceptible d'évolution, et on le voit notamment avec le loup, que j'aborderai pas aujourd'hui parce que malheureusement pas le temps, mais en effet qui est un grand sujet. Ensuite, une fois qu'on a ces directives, elles doivent être transposées en droit interne, donc dans notre droit, dans notre législation. Nous avons dans le Code de l'environnement un article L411.1 et L411.2 qui prévoit, que globalement reprennent quasiment mot pour mot les obligations de protection des directives. Et puis enfin, nous avons le pouvoir réglementaire qui va fixer la liste des espèces qui vont être concernées par chaque régime, cette fois-ci au niveau français. Ils peuvent aller un peu plus loin que les directives. Évidemment, c'est les limites qui ne peuvent pas faire régresser la protection. Alors, on a des espèces qui vont être protégées simplement et des espèces qui vont être protégées strictement. Et vous allez voir que ça fait, c'est un jeu de mots, mais ça a vraiment toute son importance. Les espèces qui vont être protégées simplement dans la directive Habitat, elles vont pouvoir faire l'objet de mesures de gestion, elles vont notamment pouvoir être chassées. La seule limite, c'est de ne pas porter atteinte à leur état de conservation. Et ensuite, on a des espèces qui vont être protégées strictement, et celles-ci, on ne peut absolument pas les détruire, on ne peut pas les tuer, on ne peut pas les capturer, et on ne peut peut-être pas les déranger intentionnellement, sauf en obtenant ce qu'on appelle une dérogation espèce protégée. Ça aussi, vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est souvent un grand sujet. Alors pour rendre ça un petit peu plus concret, je peux vous donner donc, quelques exemples d'espèces. Donc les espèces qui sont strictement protégées au niveau national. On a par exemple l'ours brun, le bouquetin des Alpes et des Pyrénées, le lynx boréal, et actuellement encore pour quelques temps, on l'espère, on a encore le loup. Et puis on a des sous-espèces qui vont être protégées au niveau régional, comme par exemple le mouflon de Corse. Et lorsqu'une espèce n'est pas inscrite parmi les espèces strictement protégées, elle est soit simplement protégée, soit elle a un autre statut, et donc dans ce cas-là, il va être possible d'y porter atteinte. Donc l'autre statut qui peut concerner ces espèces, c'est le statut gibier. Gibier, ça veut simplement dire que ce sont des espèces qui sont chassables. Elles peuvent être chassables pour de multiples raisons, soit parce que leur taux de croissance va être important, particulièrement important,
soit parce que ce sont des espèces dont la chair va être comestible, soit parce que ce sont des espèces qui sont habituellement chassées. J'emploie pas le terme traditionnellement chassées parce que la tradition c'est encore autre chose, mais qui sont habituellement chassées pour des questions purement récréatives. Et donc toutes ces espèces-là vont pouvoir être inscrites sur la liste des espèces gibier, et actuellement cette liste c'est un arrêté de 1987 qui la fixe. Et on voit que ces espèces gibier, elles sont très vastes. On a par exemple la marmotte, on a aussi le lièvre variable, donc là ce sont évidemment je cite que des espèces de montagne, et on a également le chamois. Et au niveau sous-régional, on a des sous-espèces chassables comme le mouflon méditerranéen. Donc lorsqu'une espèce est classée gibier, c'est forcément qu'elle n'est pas strictement protégée, puisque une espèce strictement protégée, on ne peut pas la tuer. Donc on se rend bien compte que, sauf à ce qu'une espèce soit strictement protégée, il est possible d'y porter atteinte, à condition, dans certains cas, de respecter, de ne pas porter atteinte à son état de conservation. La difficulté, c'est que pour connaître l'état de conservation d'une espèce, et donc déterminer à quelle liste elle appartiendra, pour ça il faut des études. Il faut des données et il faut développer les connaissances sur ces espèces. Et souvent, on se rend compte que même quand il y a des connaissances qui sont vraiment des connaissances scientifiques, ça prend un certain temps pour ensuite répercuter ces connaissances dans le droit et faire évoluer notamment le statut des espèces. C'est la difficulté qu'on rencontre. Alors c'est pourquoi il a été rendu possible que l'administration puisse protéger spécifiquement certaines espèces. Donc le pouvoir réglementaire, que ce soit au niveau des ministères ou au niveau des préfectures, ont la possibilité, alors notamment d'interdire la chasse, mais en gros de prendre des arrêtés pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des espèces, et notamment des espèces de gibier. Donc au niveau national, on a par exemple le cas du grand tétras, pour lequel il y a un moratoire sur la chasse depuis un arrêté ministériel de fin 2022 pour 5 ans. On ne peut pas le chasser. Alors, certes, c'est un arrêté ministériel, mais c'est un arrêté qui a été pris de manière un peu contrainte, puisque ça a été exigé par le Conseil d'État au regard des données sur l'état de conservation de l'espèce et évidemment après une saisine des associations de protection de l'environnement qui faisaient valoir justement ces données. Et au niveau départemental, c'est le préfet de département qui, lui, dans l'arrêté annuel fixant les dates de chasse, a la possibilité de réglementer ou d'interdire la chasse de certaines espèces. Donc il peut interdire la chasse, limiter les jours de chasse, fixer aussi les horaires de chasse, ça marche de manœuvre. Alors qu'en est-il spécifiquement du cas de la marmotte ? La marmotte, elle est simplement protégée au titre de la Convention de Berne pour la protection des animaux sauvages de 1979. Elle ne figure pas dans la directive Habitat, dans ses annexes, et elle est inscrite sur la liste des espèces de gibier, donc elle est chassable, et sur la liste de l'arrêté de 87. La difficulté avec la marmotte, c'est que on s'est aperçu, les études scientifiques ont permis de démontrer qu'elle était victime d'une perte d'habitat constante, qui a vocation à s'accentuer, de prédation. Elle commence déjà à être impactée par le réchauffement climatique, et au regard des prévisions, on sait qu'elle le sera de plus en plus, et ça a un impact direct sur son fonctionnement et même sur sa biologie, puisqu'il y a une réduction du nombre de petits par portée, il y a une baisse également de leur taux de survie, et puis il y a une baisse du nombre d'individus par terrier. Donc ça, forcément, tous ces facteurs-là vont accentuer le déclin de l'espèce. Et ces facteurs ont été pris en compte par certains préfets de département, qui, dans des arrêtés, notamment le préfet du Cantal, le Pyrénées-Orientales et Drôme, ont interdit la chasse à la marmotte. Parce que comme elle est gibier, théoriquement, elle est chassable. Donc c'est vraiment au préfet là, de prendre une mesure pour interdire sa chasse. Donc ces préfets-là le font. Et en Savoie, il y a une situation un petit peu particulière. C'est que donc, le préfet n'a pas pris d'arrêté pour interdire globalement la chasse à la marmotte. La chasse est possible généralement pendant 2 mois chaque année, si mes souvenirs sont bons, c'est entre septembre et novembre. Mais parallèlement à ça, on se rend compte qu'il n'y a pas d'informations fiables sur les effectifs de marmottes en Savoie. Les prélèvements de marmottes en 10 ans ont été divisés par 2. Certaines communes font l'objet de réintroduction de marmottes. Donc
c'est-à-dire qu'on a des communes mitoyennes, l'une sur laquelle la marmotte va être chassée, l'autre sur laquelle elle va être réintroduite. Ce qui, rien qu'en termes de logique, sans même parler de logique scientifique, ça paraît assez absurde. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2023, plusieurs associations se sont mobilisées. Donc, il y avait la JAS, l'association ADES, la SPAS, One Voice, Animal Cross et FNE Savoie se sont mobilisées pour demander au préfet d'interdire la chasse à la marmotte au regard des dangers qui pèsent sur elle, et parce que finalement cette chasse, elle n'est pas motivée, la marmotte ne se consomme pas, et ce qui était allégué pour justifier la chasse, c'était, et je ne le plaisante pas, des tuyaux d'arrosage qui étaient découpés par les marmottes. C'est un vrai problème, les tuyaux d'arrosage découpés. Et aussi des trous dans les pâtures qui pouvaient risquer de blesser les vaches. Donc ça, c'est les motifs qui sont avancés pour justifier cette chasse. Donc les associations ont demandé au préfet l'interdiction. Le préfet n'a pas fait droit à cette demande, et donc un recours a été introduit contre l'arrêté qui autorisait la chasse pour 2023-2024, puisqu'on est obligé de contester les décisions dans un délai précis. Alors, je ne peux pas vous raconter encore la fin de l'histoire parce que le recours est toujours pendant. Mais par contre, on a déposé aussi une requête en référé-suspension pour suspendre en fait, l'exécution de l'arrêté. Parce que, comme vous le savez, les juges peuvent mettre plusieurs années à statuer sur la légalité d'une décision administrative. Et donc, ce qu'on fait, c'est que, parallèlement à l'introduction d'un recours en annulation, on introduit ce qu'on appelle une requête d'urgence en référé-suspension. Et ça va nous permettre de suspendre l'exécution d'un acte tant que le juge ne s'est pas prononcé sur sa légalité. Donc c'est ce qu'on a fait pour les marmottes, donc fin 2023. La difficulté, c'est qu'il y a eu beaucoup de débats, on a produit énormément de données, mais le juge nous a rejeté pour défaut d'urgence, qui est une des conditions pour malheureusement qu'il soit fait droit à cette demande, parce qu'il a estimé qu'il n'y avait pas d'imminence de dommages qui pesait sur la marmotte. Et malheureusement, c'est le genre de raisonnement auquel on se retrouve confronté régulièrement. Alors on peut comprendre les juges, évidemment, lorsqu'ils se prononcent à un instant T en fonction des éléments qui leur sont soumis par les parties. On produit des études scientifiques, évidemment. La difficulté, c'est que ces études, elles ne démontrent pas que demain, il n'y aura pas de marmotte si on ne suspend pas cet arrêté pendant 2 mois. Donc ils sont coincés avec ça. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte d'avoir le maximum de données, et des données qui soient rigoureuses, fiables, objectives. C'est ce qu'on essaye de faire, en travaillant notamment le plus possible en étant en contact des scientifiques, pour proposer toutes ces données, parce que les données qui sont produites devant le juge lorsqu'on n'a pas ça, c'est uniquement des données des fédérations départementales des chasseurs, qui sont évidemment locaux, les données sont locales, et la difficulté qu'on a dans tous les contentieux qu'on mène, et pas seulement sur les marmottes, c'est que, évidemment, ces données ne sont pas récoltées selon une méthodologie qui permettrait d'assurer leur fiabilité. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas formés à ça. Donc, ils produisent les données qu'ils peuvent. Mais c'est vrai que dans le cas de la marmotte, on a des études locales sur les densités de marmottes, mais qui étaient sur des périmètres extrêmement limités du département et dans des zones qui étaient assez favorables à la présence de marmottes. Donc il y a eu une extrapolation de ces données à l'échelle du département, ce qui donnait une densité de marmottes incroyable, alors qu'en réalité, ce n'était pas cohérent. Mais à part démonter la méthodologie, on n'avait pas d'éléments qui permettaient justement de remettre complètement en cause, d'avancer nous-mêmes des données. Donc c'est la difficulté qu'on a pour les marmottes et aussi pour d'autres espèces. On sait que certaines espèces vont être menacées, mais elles ne vont pas recevoir une protection particulière par le droit ou par le juge, tant que la menace ne sera pas absolument imminente, déjà perceptible et parfois irréversible. Et on se rend compte que parfois l'inscription préoccupation mineure sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature ne préjudicie pas de l'existence de menaces qui vont être nombreuses et qui vont être réelles, et qui vont pouvoir d'un classement à un autre, c'est-à-dire du jour au lendemain quasiment, même si évidemment les classements c'est un travail de long cours, mais finalement le classement pareil du jour au lendemain, il va pouvoir y avoir une régression de la protection. On pense par exemple au hérisson qui était classé préoccupation mineure depuis 10 ans, et dans le dernier classement 2024 il est vulnérable. Mais la difficulté, c'est que le juge a besoin de ces données fiables,
Et ce que nous, on souhaite faire en tant que juriste, en tant qu'avocat, c'est de pouvoir travailler à objectiviser les données qu'on produit devant le juge, les rendre évidemment le plus fiables possible, ça permet aussi de dépassionner les débats, parce que c'est des sujets qui sont... chacun a un avis sur ce type de sujet, sur la chasse évidemment. Donc l'objectif c'est de dépassionner tout ça, d'objectiviser, et puis de travailler ensemble pour lutter contre l'érosion de la biodiversité en ayant une approche objective et j'espère la plus rigoureuse possible. Merci beaucoup.